messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un membre éminent du Parti démocratique sénégalais et néanmoins ex-président du groupe parlementaire libéral. Je vous nomme M. Doudou Wade. M. Doudou Wade, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux Sénégalais du pays et de la diaspora. Je vous ai présenté comme un membre éminent du PDS, une voix autorisée de la vie parlementaire. Avant de commencer toutes ces questions-là, je veux dire, vous avez vécu plusieurs vies dans une vie. On vous souhaite une très longue vie, Inch'Allah Rabbi. Mais votre vie parlementaire, si vous pouvez revenir succinctement sur ça, qu'est-ce que cela a apporté dans votre expérience personnelle? Je ne sais pas ce que j'ai... L'essentiel, je pense, sur la présentation, c'est de la limiter à ce que je suis membre du PDS. Éminent, je ne le crois pas. Et je ne me donnerai pas aussi cette allusion dans la situation actuelle et du pays, de l'organisation des hommes, des conflits inter- et extergénérationnels, des ambitions et des prétentions. Et je ne peux pas me prendre pour un homme éminent. Je suis maintenant un militant du PDS, un militant qui croit aux convictions libérales et qui croit au statut et à la discipline du parti. Donc, à chaque fois que je sors, je pense que je suis en mission pour le parti. À chaque fois que le parti veut m'utiliser ou m'envoyer quelque part, je suis à sa disposition. Donc, je suis un militant. D'accord, mais je vous mets au défi. À la fin de nos échanges, les téléspectateurs sauront que j'ai eu raison sur vous. Vous êtes un éminent du Parti démocratique sénégalais. Mais on va commencer par ce qui s'est passé samedi dernier avec la session au niveau du Parlement. Vous avez vu voilà, une crise qui a éclaté au grand jour dans la coalition Yewwi Askan Wi avec Taxawu d'une part et voilà, le PASTEF. Que vous inspire cette crise-là? Oh, écoute, je ne saurais l'appeler crise. Si nous avons suivi la naissance, la création du PASTEF et les différentes étapes de cette coalition dans le processus électoral, notamment pour les locales et les législatives, et en vue de présidentielles, pour un homme politique qui essaie de se poser des questions, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est de se séparer. De se séparer pour la présidentielle. Parce que tous les acteurs, tous les membres de PASTEF, pratiquement étaient des candidats potentiels pour l'élection présidentielle. C'était compris. Alors, il faut d'abord comprendre que la naissance de cette coalition est d'abord partie du Parti socialiste de Khalifa d'abord, qui avait souhaité faire une coalition à 4 avec le PDS, le PASTEF et le PUR. Voilà la coalition qui a été lancée en décembre 2020, l'idée, et les tractations se sont poursuivies jusqu'au mois de juillet 2021 et ça n'a pas abouti. Entre-temps, Khalifa a voyagé et PASTEF a pris le relais. Sonko. Voilà la réalité. Toute autre chose, bon, c'est de la fabulation. Et en ce moment, donc, quand Sonko est arrivé, on a commencé à se parler. Et la discussion était, est-ce qu'il fallait aller ensemble au local, seulement? Et nous avions dit au PDS, nous, que ça ne nous intéresse pas de faire une coalition pour les locales, pour aller se retrouver dans une autre coalition aux législatives. D'autant plus que
les circonscriptions électorales et les électeurs des communes étaient les électeurs du département et nous avions la même configuration géographique. Il fallait dans ce cas aller ensemble au local et se retrouver aux législatives. Voilà notre démarche à nous. Et Sonko nous a avertis et nous a même demandé de dire à notre secrétaire général national, le président Abdoulaye, que lui est d'accord sur ces deux conditions, mais il ajoute une troisième. C'est d'aller ensemble à la présidentielle au deuxième tour. Voilà comment a été bâti. Maintenant, on était parti sur une organisation mise en place avec des fondateurs. Les 4 fondateurs, signataires du document et des conventions. Après, venaient adhérer les autres membres qui seraient intéressés par cette coalition. Et M. Boubacar Camara, inspecteur général d'État et dirigeant du parti, avait compris la ligne du PDS. Et dans une émission à Sen TV, le surlendemain, a dit que lui, il comprenait cette manière de constituer la coalition, cette coalition d'ailleurs que nous aurions pu appeler SEMPI. Les couleurs vert, bleu et rouge étaient apportées et la configuration et les symboles étaient apportés par Khalifa. C'est Khalifa qui les a proposés, que nous avions acceptés. Et nous étions en train de discuter sur le nom et nous avions proposé, nous, le SEMPI. Après discussion, on s'est rendu compte qu'on a voulu agréger de nouveaux partis à la signature en commun, ce que nous avons refusé. Voilà pourquoi nous avons dit, nous, que nous ne pouvons pas aller avec certains partis d'où qu'ils proviennent. Nous sommes pour un élargissement. Mais sur un problème que nous avons conçu à 4, pour être à 4 et à s'ouvrir aux autres, de partir avec certains en signant des documents. Ce ne serait pas politique. Et ensuite, la politique aussi demande aussi de l'honnêteté. On se sépare dans de bonnes conditions, on se rejoint ou on se rassemble dans de bonnes conditions. Mais il y a des personnes avec qui nous ne pouvons pas aller à la signature. C'est pourquoi le lundi, quand nous avons dit niet, le mercredi, ils sont allés se rassembler pour effectivement former les Yewwi Askan Wi. Et ce jour-là, il y a des personnes qui sont venues adhérer, comme Bougane Gueye, et qui sont sortis le surlendemain. Donc nous sommes allés après au local. Au local, chacun allait de son côté et nous avons fait des résultats. C'est certain. Donc, on a su, à partir des résultats des locales, qu'il nous fallait, nous avions des possibilités d'être ensemble pour les législatives. On ne s'est pas entendu et chacun est allé faire ses listes. Et après, les dirigeants du Yewwi, notamment par Déthié Fall, sont venus nous rejoindre pour dire, comme nous n'avons pas pu être ensemble sur toutes les élections législatives, est-ce que nous ne pouvions pas aller ensemble dans certains départements, ensemble dans certains départements, pour que dans ces départements, le bulletin de vote serait le bulletin de vote que nous aurions accepté et les indications que nous aurons données à nos électeurs. Et ainsi, nous avons pu faire cette observation qui a été menée de main de maître par Déthié Fall, je pense, et chez nous par Mayoro Faye. Après, nous avons signé une convention et nous avons terminé liste et nous avons donné des résultats. Ces résultats ont fait que nous avons pu avoir un poste de député à Dakar qui nous était difficile, mais ça a permis au PASTEF aussi d'être présent à Kébémer, dans la ville du secrétaire général national, et d'avoir aussi des députés à Touba. Donc, comme disent les Wolofs, dama la may yapu tabaski nga yekkal ma cere tam xarit. Donc nous sommes à égalité. Voilà comment les choses sont passées. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Donc c'était fini la coalition électorale. Et c'est Déthié Fall, dans une conférence, qui a dit la coalition électorale est terminée entre les deux coalitions et il nous faut trouver une convergence de législature. C'est-à-dire
un système qui nous permettrait à l'Assemblée de pouvoir discuter de certaines questions et d'aller ensemble sur des positions législatives. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a eu, et sur mes conseils, un groupe Wallou et un groupe Yewwi. Parce que dans la tête du pouvoir, et principalement celle de Ismaël Madior, avec les 17 députés du bureau, le Benno Bokk Yakaar était majoritaire. Et il fallait trouver des combinaisons, c'était ça leur combinaison pour nous rendre faibles dans le bureau. Et c'est pourquoi j'ai proposé à ce que nous nous constituions en deux groupes, et qu'en ce moment-là, eux seraient 10, et nous serons 10, et nous serions à égalité dans le bureau, et c'est ce qui est arrivé, ce qui a été fait jusqu'à la dernière fois. Mais non, dans la convergence des législatures, je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est parce que le Yewwi Askan Wi en tant que groupe parlementaire ne connaissait pas sa mission et ses rôles dans les changements qu'il fallait apporter à l'Assemblée. Ça s'est montré dès le premier jour, d'abord sur la présidence de l'Assemblée. On ne peut pas avoir, nous avions pensé, nous, en tout cas moi j'avais pensé, que dans la situation où nous étions, je ne voyais pas, dans la situation des élections, après les couacs de Yewwi Askan Wi, les personnalités que nous avions à l'Assemblée, je ne voyais pas quelqu'un qui pouvait apporter une bonne direction à l'Assemblée dans le sens voulu par les électeurs, en confiant aux uns 80, aux autres 82 et 3 non inscrits, c'est-à-dire le dos à dos. Il fallait quelqu'un qui connaisse l'Assemblée pour pouvoir diriger l'Assemblée et faire avancer les choses, faire bouger les choses dans le sens démocratique. Et moi, je ne voyais que Lamine Thiam. En définitive, on ne s'est pas entendu. On a perdu. On a même voté. On a préféré mettre les urnes sous la bandoulière. Et ensuite, voilà, c'est arrivé cette situation malheureuse qui a fait... Donc l'éclatement de la ce qui s'est passé samedi avec Taxawu et Pastef, pour ne pas les nommer. Donc, vous pensez que c'était une suite logique? Mais une suite logique. D'abord, sur les positions. Nous n'avions pas les mêmes positions parce que la position de l'Assemblée n'est pas seulement une position parlementaire. L'Assemblée doit avoir aussi, avec ses organisations internes, des positions politiques. Parce que les partis ne sont pas sortis comme ça, venus à l'Assemblée ex nihilo. Les députés sont issus des partis politiques. Ils sont indépendants. Il n'y a pas de vote censitaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un cordon ombilical entre le député et son parti. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand il démissionne de son parti, il perd son mandat. Et la démission s'apprécie au niveau du statut et règlement du parti. Le cas Mbaye Ndiaye est là, le cas Moustapha Cissé Lo et le cas Mimi Touré. Alors sur ces questions-là, donc, ça devait arriver. Ça devait arriver parce que après le bureau de l'Assemblée, après les discussions d'ailleurs sur les commissions, après les discussions sur les places des présidents, quel poste de vice-président on devait avoir, il y a eu des problèmes qui se sont sentis dès le premier jour. Et ensuite, sur le plan de la gestion globale par le président, nous avons eu une intervention de la gendarmerie dans l'enceinte du Parlement. Maintenant, cette étape partie. Mais le Pastef a pensé qu'il lui fallait faire une motion de censure après la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est son droit. Mais une déclaration de politique générale, nous pensons au PDS qu'on la discute. On fait la déclaration de politique générale, on fait la motion de censure. Pourquoi? Qu'est-ce que nous en attendons? Quels sont les motifs politiques? Et qu'est-ce que nous pouvons en obtenir? Parce que Yewwi et comment il s'appelle, et Pastef, c'est 80 députés. Et pour faire passer la motion de censure, il faut avoir 83. Il y a 3 qui flottaient. Et parmi les 3 qui flottaient, il y avait quelqu'un déjà qui avait déjà rejoint le camp du pouvoir. Donc cela veut dire que nous étions encore à 3 points, eux étaient 2, il n'y a que 2 personnes comme non inscrites. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En discuter. Pour savoir comment attaquer la motion de censure et qu'est-ce qu'il faut en tirer.
D'abord, on ne l'a pas fait. On est venu nous prendre au dépourvu dans une réunion pour dire nous allons. Je dis, nous avons dit non. Nous ne sommes pas un parti qu'on tire. C'est nous qui tirons. Dans notre vie, on ne nous a jamais tiré. Nous avons toujours partagé avec éthique et moralité l'ensemble des coalitions que nous avons construites et l'ensemble des oppositions que nous avons construites. Il y a eu parfois quelques petits couacs. Hein. Un jour, écoute, l'opposition a dit un jour que, écoute, il n'est pas normal qu'Ablaye parle toujours le dernier au meeting. Mais nous avons dit d'accord. Et on est allé à un meeting, Ablaye a parlé le troisième, il restait 9 orateurs. Mais nous sommes pas. Les gens sont partis. Nous sommes partis. Parce que, de par là, on a su en un certain moment, sans coup férir, imposer notre leadership sur l'opposition sénégalaise. Ce que PASTEF n'a pas pu avoir, et ce que Yewwi n'a pas pu, et ce qu'ils n'ont pas pu avoir à deux. Donc la motion de censure est tombée à l'eau. Mais plus grave, c'est la méthode. Le texte dit qu'il faut 17 députés pour faire la motion de censure. Et qu'un député qui signe la motion de censure ne peut pas en signer d'autres. Mais PASTEF a fait signer les 53 députés pour mettre, écoute, 30 et quelques cartouches mouillées. Alors que la motion de censure est un élément extrêmement important. On aurait pu, en une période très courte, en faire 4 ou 5. Vous pensez qu'ils ont une gestion étroite, le PASTEF, de l'Assemblée nationale? Oui, ils n'en ont pas une gestion parlementaire et une gestion démocratique et une gestion évolutive. Le PASTEF devait venir pour modifier la structuration de l'Assemblée et sa direction et approfondir la démocratie parce que le PASTEF en avait les moyens. J'ai dit, nous étions dans une assemblée le jour de l'installation où pour déplacer une virgule ou mettre au point, il fallait discuter. La discussion était de rigueur, était systématiquement établie par le résultat du scrutin. Mais dans cette situation, concrètement, qui a tort, qui a raison? Je ne peux pas savoir qui a tort, qui a raison. Mais il faut voir qu'il y a le précédent de la mairie. À la mairie, écoute, le Conseil constitutionnel avait décidé que le bureau de la ville de Dakar n'était pas paritaire. Par conséquent, après le maire, il fallait avoir une femme. Et donc, il fallait sortir le jeune Fall, là, Abbas Fall, pour mettre une femme. Mais Abbas est du PASTEF. Mais le conseil municipal, dans son vote, a préféré mettre une femme, donc en respectant la décision du Conseil constitutionnel, mais la femme n'était pas de PASTEF, était du Parti socialiste. Et ainsi est arrivé un deuxième clash. Et c'est ce clash qui a jailli à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, écoute, le PASTEF avait décidé de ne pas reconduire les hommes de Tahaou dans le bureau. Et les gens se sont aperçus, on a joué au chat et à la souris jusqu'au jour, alors qu'il fallait prendre la décision depuis très longtemps, ou bien les licencier, les démissionner, les renvoyer du machin, ou que les gens de Khalifa démissionnent. Mais c'est deux cas qui n'ont pas les mêmes résultats. Parce que quand vous démissionnez du groupe parlementaire, vous ne pouvez pas appartenir à un groupe parlementaire pendant toute la législature. Maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé si le PASTEF avait décidé, dans sa réunion, d'exclure les gens de Khalifa? Voilà une question extrêmement importante qui serait une première dans son application à l'Assemblée nationale. Moi, je suis de ceux qui pensent que si les khalifistes étaient exclus, ils pouvaient constituer un groupe parlementaire s'ils avaient l'effectif, 17. S'ils ne l'avaient pas, ils pouvaient effectivement adhérer, s'affilier à un groupe parlementaire. Mais malheureusement, ils ont préféré démission. Et les conséquences, c'est qu'effectivement, le PASTEF a perdu, a fait que... Ils ont perdu aussi beaucoup de postes dans le bureau. Et quelle est l'incidence? Je parle à la voix autorisée du Parlement. C'est-à-dire, quelle est l'incidence? Par exemple, la coalition, le groupe parlementaire Yao qui perd, par exemple, les caisseurs, qui perd beaucoup de postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Sur la question, par exemple, le règlement était dit que les questeurs préparent ENT et
contrôle, toujours ENT, et rapportent ENT à la commission le budget qu'ils établissent, contrôlé par le bureau. Et ensuite, les questeurs ont les mêmes responsabilités. À partir de ce moment, dès le début, la première question qu'il fallait régler à la question, c'est la répartition des tâches. Et peut-être sur le présidentiel, trouver pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas une prépondérance, une force supérieure et de très loin aux autres. Quand on a 123, 115, 110 députés sur 150, 140, on peut se le permettre. On prend la signature, on vote et on le donne au premier questeur. Mais en ce moment, il pouvait arriver qu'on puisse dire aujourd'hui, en évolution démocratique et par rapport aux forces, nous allons vers une double signature. Par exemple, on aurait pu, sur certaines questions, écoutez, régler beaucoup de questions à la réunion du bureau en les discutant parce que les gens étaient à égalité. Mais on a perdu de poste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Le pouvoir de contrôle de Yahoo. Quand le bureau décidera de passer à un vote, moi je n'ai jamais assisté à un vote du bureau pendant les 12 ans que j'ai été à l'Assemblée, parce que la majorité d'alors aussi n'est pas celle d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, qu'on a perdu totalement le contrôle du bureau de l'Assemblée. Et on a aussi perdu le contrôle des commissions où ils ont été à égalité. Il y avait 3 vice-présidents contre 4 et 1 de Wallu. Il y avait 3 secrétaires élus là-bas, 2 ici et 1 de Wallu. Mais aujourd'hui, la situation a changé. La situation a tellement changé que il est arrivé aussi un autre fait et qui est très important, c'est le dialogue. Le dialogue a eu des répercussions dans la marche de l'Assemblée. Ça aussi, il ne faut pas l'occulter. À cause du dialogue, l'Assemblée nationale qui n'avait pas les capacités de convoquer une session extraordinaire avec 83 députés parce que Yewwi, comment il s'appelle, Benno Bokk Yakaar en avait 82. Alors, aujourd'hui, à la possibilité, et l'Assemblée l'a fait, ce sont les députés qui ont convoqué la dernière session extraordinaire avec 127 députés. Cela veut dire que d'une majorité de 82, il faut reconnaître que ce que le professeur Amadouka appelle la discordance de majorité, il y a une majorité discordante qui n'est pas établie et qui bouge. Et aujourd'hui, la majorité fait 127 personnes. Et tout ça, c'est parce que la situation, la victoire, les résultats obtenus aux législatives n'ont pas eu à être gérés politiquement et parlementairement. D'accord. Maintenant, la situation hybride aussi des députés Taxawu, quelle peut être l'incidence? Mais elle n'est pas hybride. Elle n'est pas hybride. Elle n'est pas hybride. Les députés... Comme vous l'avez dit, ils ne peuvent plus être dans un groupe. Ils ne sont pas dans un groupe, oui, mais ils sont classés dans une disposition qui est prévue par le règlement intérieur, c'est les non-inscrits. Et quand on est non-inscrit ici, on peut tirer des bénéfices sur ce qu'on appelle le système de l'apparenté. Les députés non inscrits peuvent s'apparenter à un groupe existant. Donc, ils viennent augmenter cet effectif et de ce fait, ils comptent dans la répartition des commissions. Donc, s'ils étaient venus à Wallu, par exemple, s'ils y viennent, nous sommes 27. S'ils y viennent avec 14, nous aurons 41. Et dans la distribution des commissions, nous n'aurons plus les mêmes commissions que nous avons eu le même nombre. Nous aurons des commissions en augmentation à cause de leur apport. À partir de ce moment, les règles parlementaires, les pratiques parlementaires veulent ce que je gagne par vous, je vous le redonne. Donc, la situation n'est pas hybride. Le PASTEF a encore des moments. Et ensuite, en dehors de ça, PASTEF, comment il s'appelle, Taxawu a des libertés de pouvoir discuter et même d'être dynamique. Oui, même, et peut-être même de se retrouver un jour sur des questions fondamentales avec le PASTEF. Parce que le jour où le PASTEF aura une question parlementaire à poser, une proposition de loi à faire, une démarche à enclencher, une commission d'enquête à faire, il aura besoin de l'apport des autres. C'est pour cette raison, il ne faut pas désespérer, mais ce qui est réel, ce qui est vraiment réel et qui est dommage,
c'est que l'Assemblée ne répondra pas aux aspirations placées en elle par les élections législatives dernières. Pourtant tout le monde, bon, c'était presque une demande nationale de voir une assemblée où le pouvoir n'est plus majoritaire. Bon, que le pouvoir soit dos à dos avec l'opposition. Mais à la lumière de tout ce qui vient de se passer, est-ce que bon, je veux dire, le Parlement sénégalais est comment dirais-je, est prêt pour cette assemblée équitable? Oui, mais une assemblée équitable, c'est quoi? C'est une autre question. Mais ce qui est réel, c'est que les électeurs se sont prononcés sur la majorité. Les électeurs sénégalais, de belle manière, ont pu prendre des dispositions à ce que un seul groupe parlementaire ou un seul parti soit plus fort et de loin plus fort que les autres. Les forces sont égales. Encore, professeur Amadouka, la majorité est discordante. Elle peut être établie ce matin à 90, le soir à 100, et ensuite perdre la majorité après-demain. Donc, quelles que soient les insuffisances, c'est une bonne nouvelle selon vous? Mais c'est ce qui se passe dans des grandes assemblées, et ça force la discussion. Parce qu'ici, pour bouger, pour faire avancer les choses, on a deux choses dans certaines assemblées. Ou bien on discute et on trouve des modus vivendi et des consensus, ou bien on force la loi. Quand les dispositions de la loi le permettent, écoute, on force, on vient déposer, on fait appel à la Constitution et on considère la loi comme votée sans discussion. Et advienne maintenant que pourra quant à la suite avec la motion de censure. C'est ce qu'en France on appelle le 49-3. Mais force est de constater aussi, Président, que depuis quelques années, l'opinion pense qu'on n'a pas une assemblée qui répond vraiment aux aspirations du peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique? Oui, cette critique, elle est formulée en général. Moi, j'ai pensé dès le mois de juillet 2012, j'ai écrit, et Ibader a écrit que l'assemblée que nous avons, la 12e, ne pourra pas être comme la 11e. Ça, c'est certifié. Les députés de la 12e l'ont dit, et principalement son président du groupe parlementaire, Moustapha Cissé, qui très vite d'ailleurs est découragé, malgré toutes ses intentions qu'il avait, de pouvoir faire bouger les choses. Mais il a eu la majorité politique, la majorité partisane a eu raison sur lui. Et ensuite, je l'ai dit dans un séminaire, il y avait tous les parlementaires, il faut reconnaître en ce moment-là précis, Moustapha Cissé a pris des orientations majeures pour la démocratie parlementaire, mais il n'a pas été aidé par le président du groupe parlementaire du PDS, notamment Modou Farah Diagne. Ça, je pense que c'est pour tous les parlementaires qui commencent la marche, le savent. Très bien. Maintenant, en dehors de nous, les gens ont critiqué la 12e, mais ceux qui ont fait la 12e et la 13e ont dit que la 13e, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est clair. La 14e, la gestation, l'accouchement a été bien préparé, bien accouché, mais malheureusement, elle est arrivée avec des maladies congénitales. Mais que pensez-vous du cours de jouvence des présidents des groupes parlementaires? Je veux dire... Je termine d'abord cette question-là. Donc, au moins, sur cette question-là, ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, l'irruption de la gendarmerie, c'est pratiquement un peloton à l'Assemblée, c'est la 3e fois dans l'histoire politique du Sénégal. La première fois, c'était en décembre 62, où les députés ont été expulsés de leur lieu habituel de Rion, certains ont été arrêtés, et ainsi est partie la première république ou la deuxième avec le régime parlementaire. La deuxième, c'est l'affaire Toussaint Manga. Présence de la gendarmerie dans l'hémicycle. Et la troisième, c'est l'installation de la 14e. Et les résultats de la 4e, vous le savez. Moi, j'avais prédit que nous serions dans des bagarres. Mais la première journée, Bayoumar Gueye me dit, Marco, il y a eu des bagarres. Je ne lui dis pas encore, parce qu'il n'y a pas encore eu de blessés. Et heureusement qu'on n'en est pas encore là, pour le moment. Mais, cela veut dire, parce que nous avons vu s'installer à l'Assemblée des situations haineuses.
Il y a eu à l'Assemblée des situations que moi je n'ai jamais connues. J'ai connu des situations très compliquées à l'Assemblée. Mais j'ai connu aussi de grands moments d'Assemblée. Par exemple, dans l'histoire parlementaire du Sénégal, par exemple, si vous deviez donner l'exemple d'une législature, par exemple. Mais pas une législature, mais des actes. Vous prenez en 99, quand nous avons fini le budget, avec Mme Aïssatou Ndiaye comme ministre du budget, c'est l'opposition sénégalaise, principalement les femmes de l'opposition, qui, au vu et aux résultats obtenus dans les discussions que nous avions vues dans les commissions et en plénière avec Mme la ministre du budget, ont présenté une comment je l'appelle, une motion de félicitations au ministre. On a présenté une motion de félicitations au ministre du budget. En tant que membre de l'opposition. Mais je dis piloté principalement par Seynabou Wade. Ça, c'est la première chose. Et Mme Aïssatou Ndiaye a été une brillante et très correcte femme au niveau de l'Assemblée. Mais aussi, nous avons eu d'autres moments dans l'opposition où nous avons eu à construire des choses. Après la surveillance de l'alternance, écoute, nous avons eu à prendre une résolution de soutien au ministre du Commerce, Mme Aïcha Agne-Pouy, qui était choisie par l'Afrique pour défendre l'Afrique à Cancun dans une réunion du commerce international. Mais nous avons fait une résolution présentée par Babacar Mbaye et nous sommes allés la remettre après au ministre du Commerce et les députés l'ont accompagné dans les négociations. C'est des moments extrêmement importants. Mais la situation en 2002, après les législatives présentées par Babacar Mbaye, pour aller modifier le règlement intérieur, sans la modification, il n'y aurait pas de groupe de l'opposition. Nous avons modifié le règlement intérieur. Au lieu de la fraction du 10e, on a mis 10. Et c'était de permettre à la paire, comme au Parti socialiste, d'avoir des groupes parlementaires. Et ensuite, il y a eu, dans les débats, des situations parfois houleuses, mais toujours, en fin de compte, nous nous sommes permis, nous avons pu jouer notre rôle pour pouvoir effectivement régler les problèmes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La méthode. Et comme le disait le professeur Babacar Justin Ndiaye, je pense que la plupart des députés à l'Assemblée nationale, surtout les nouveaux, ont sauté des étapes. Moi, je pense que je souscris totalement à cette analyse, en les regardant d'ailleurs faire, en les regardant agir, tu te crois parfois dans une cour de récréation. Et honnêtement, je pense que c'est parce que les gens pensaient que l'Assemblée c'était le syndicat, c'était l'usine ou c'était l'atelier. Et voilà des situations qui nous ont amenés à ce niveau de... Par contre, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée des personnes de valeur qui se sont fait connaître dans le Parlement. D'abord par leur comportement, par leur intervention, par leur position ici et ailleurs. Et il y a eu, quoi qu'on dise, des identités remarquables à l'Assemblée qui ont pu, à l'extérieur, se faire voir. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ça soit une ambiance globale? Parce que ce que vous dites là, c'est quelques éclaircies dans la grisaille. Mais quelles sont les réformes que l'Assemblée devra entreprendre? Pour vous dire que j'ai rencontré, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Moustapha Cissé Lo. Il a été le président du Parlement de la CEDEAO. Et à mon avis, je pense que même Macky Sall a été surpris parce qu'il a dit, dans une déclaration faite là-bas, à la tribune, parce que j'étais constamment avec Moustapha Cissé Lo pendant les 3 dernières années, il a dit, Monsieur le Président, vous avez surpris votre monde. Parce que le président Moustapha Cissé Lo, je le répète ici,
a été d'un grand apport dans l'évolution du Parlement de la CEDEAO. Et pourtant, sa nomination a été critiquée. Sa nomination, pourquoi? Quand il a été, comment dirais-je, promu, proposé. Mais écoutez, mais c'est le président Macky Sall même qui l'a révélé, je vous l'ai dit. Il a dit, vous avez surpris votre monde. Le monde de Moustapha Cissé Lo, ce n'est pas en Asie, hein. C'est son parti, c'est sa région, c'est les députés du Sénégal. Il a fait un excellent travail à tout point de vue. Et ça, j'ai travaillé avec les 3 premiers présidents. C'est avec lui le 4e que je n'ai pas travaillé. J'ai été son conseiller en un certain moment, mais de loin, il a été le meilleur, le plus pragmatique plutôt, président du Parlement. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des députés de la CEDEAO qui se sont très bien comportés, que je connais, mais il y a des députés aussi qui ont fait 8 ans, 10 ans sans ouvrir la bouche. 10 ans dans une. La seule chose qu'elles disent, c'est au début présent, après c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que. Pour les réformes. Avant les réformes, je voudrais en tout cas signaler qu'au Sénégal, il y a une dame qui s'appelle Ndeye Mbergane Kanouté. Elle est députée de Benno Bokk Yakaar. Elle est vice-présidente du groupe parlementaire. Sa situation à l'UEP et le temps qu'elle a fait lui a permis de se sentir, avoir des capacités d'être dans le bureau et de diriger le bureau de l'UEP. L'UEP, c'est les Nations Unies du Parlement. Mais je pense que c'est une chose extraordinaire. À cette période-là, où l'Assemblée nationale a décrié que nous ayons une identité remarquable qui pense qu'elle peut aller à la conquête du présidium des Nations Unies du Parlement. Cela veut dire que donc encore, et il y a d'autres qui sont dans le pays, hein, dans le Parti socialiste, dans le... Vous n'êtes pas perdu. Non, dans le Benno Bokk Yakaar, moi j'ai vu des gâchis, j'ai vu des hommes et des femmes qui avaient toute la capacité d'être à un niveau parlementaire extraordinaire, mais malheureusement qu'on a transformé de manière très négative, alors qu'ils avaient des possibilités de faire valoir leur talent et leur niveau intellectuel et académique au niveau de l'Assemblée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la qualité soit l'humeur générale à l'Assemblée nationale? Écoutez, je pense que on ne peut choisir les députés que dans nos partis. C'est-à-dire que nos partis, parfois, ont amené ce qu'ils avaient sous la main ou n'ont pas installé un système de détection, un système démocratique, un système aussi qui puisse permettre de déceler et même de procéder à la mise en place d'un plan de carrière politique des militants. Pour que chaque militant puisse savoir, écoute, moi, je dois être ici, je suis là, et voilà là où je peux arriver. Sinon, il arrivera dans nos partis, comme c'est arrivé aujourd'hui au niveau de l'instance de la présidence de la République, de l'élection, que nous ayons 326 candidats, effectivement, dans un poste de député départemental ou national. Maintenant, cela veut dire que ça dépend des partis. Ça dépend des partis. Et moi, je pense que les partis n'ont pas été aidés par cette législature-là. Comment? Parce que c'est en 2016 que la révision constitutionnelle, que je trouve la meilleure révision constitutionnelle, en tout cas dans ce domaine précis, concernant les partis politiques et l'Assemblée, que le président de la République a fait avancer des choses extrêmement importantes. Dans les partis politiques, le président précise 3 nouvelles missions du parti politique, en dehors qu'il concourt à l'expression du suffrage, mais les partis politiques étaient chargés, selon la Constitution, de former les citoyens. Cela veut dire que c'est extrêmement important et d'assurer la promotion de leur participation à la vie nationale. Les partis étaient chargés de faire cela. Les partis étaient chargés de former les citoyens à la gestion des affaires publiques. Cela veut dire que donc, dans cette constitution, dans la révision de 2016, on était dans une situation de transformer tous nos électeurs
et tous les Sénégalais en citoyens pris individuellement et collectivement. Citoyens de contrôle, promotion et formation. Mais il y a des lois qu'on devait adopter ou faire voter. L'Assemblée venait d'avoir une minorité capable de préparer des lois comme telles, de les présenter et d'avoir, ou bien même de les construire ensemble avec la majorité. Parce que dans les dispositions conseil, il est dit qu'après cela, ces partis sont financés sur l'argent public. Alors tous les partis en ont besoin, on les réclame depuis 50 ans. Donc par conséquent, on pouvait, à partir d'une commission de 4, 3, 2 et 1, se réunir et en quelques jours, une semaine, parce que les textes déjà existaient, certaines personnes, des propositions pour sortir des lois comme pareil. Il y a des lois, par exemple, on ne devait pas attendre aujourd'hui pour les régler. Le problème du parrainage concernait tout le monde. Elle concernait et le pouvoir, et l'opposition, et Pape Djibril Fall, et Thierno Alassane Sall. Par conséquent, on aurait pu nous organiser et attaquer ces problèmes. Et d'autres problèmes. Lui-même, il vient de dénoncer ça, Pape Djibril Fall. Oui, mais qu'est-ce qu'il... C'est à l'Assemblée de le faire. Et l'Assemblée avait des possibilités de le faire. Les premiers outils, c'est Pape Djibril Fall, c'est Thierno Alassane Sall, c'est Lamine Thiam, ce sont les autres. Mais ils n'ont pas, parce qu'ils avaient oublié leur mission. Ils sont venus à l'Assemblée avec, écoute, tout ça, mais après, en 2-3 jours, ils sont perdus sur le terrain, quoi. Ils ne savaient plus s'ils étaient milieu de terrain ou attaquants. Cette 14 législative fait beaucoup plus de politique que de... Elle ne fait pas de politique, elle n'a rien fait. D'accord. Maintenant, que pensez-vous de... Voilà, nous avons vu que le groupe Yewwi est dirigé par Birame Souleye Diop. Abdou Mbow vient d'être à la tête du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Cette cure de jouvence-là, vous pensez que c'est une bonne chose ou bien est-ce qu'ils ne manqueront pas d'expérience par rapport à ça? Non, Birame Souleye était là. Oui, je sais, oui. Lamine Thiam était là. Oui. Donc c'est Youm qui est sorti. Oui. Et arrive Abdou Mbow. Oui. Écoute, moi je n'appelle pas, je ne pense pas qu'on puisse régler les problèmes du pays par des mesures de jouvence. Je ne pense pas. La fonction d'État, elle est exercée, c'est une mission. Parfois, c'est un métier. Parce qu'il y a des gens qui ont été formés pour servir l'État. Pour servir l'État. Et être un outil de l'État. Être à la disposition de l'État. Les hommes politiques ont des ambitions pour l'État. Par conséquent, la seule chose qui a changé, c'est l'arrivée de Abdou Mbow. Birame Souleye n'a pas changé dans ses positions, je ne le pense pas. On aurait pu régler les problèmes des deux groupes parlementaires en acceptant que chacun ait les postes qu'ils aient, qu'on fait la déclaration ensemble, qu'on forme le bureau ensemble, et après, le lendemain, le soir, on se sépare. Et on aurait pu conserver les postes que chacun avait, parce que c'est important autant pour eux, autant que pour les autres, et autant aussi pour le bureau. Parce que c'est une symbiose de différences qu'il faut ajouter pour en tirer profit. Mais on ne l'a pas fait. Et Abdou Mbow est arrivé avec la sortie de Youm. Je pense, c'est mon point de vue personnel, moi, ils sont milliers. Mais vous savez, un choix, c'est un choix. Choisir 1 sur 80, c'est liquider les 79. C'est comme ça que je raisonne quand il y a des choix aussi difficiles. Par conséquent, moi, de mon point de vue, je pense que l'arrivée d'Abdou Mbow doit être un plus pour le groupe parlementaire, compte tenu de son passé politique dans l'APR, mais compte tenu aussi du rôle joué pour que l'APR soit à ce niveau, mais aussi compte tenu des différents postes qu'il a occupés à l'Assemblée nationale depuis. Et aussi, il faut reconnaître que le Abdou Mbow, il y a 5 ans, n'est pas le Abdou Mbow il y a 3 ans, et n'est pas aussi le Abdou Mbow de ces derniers jours. Je l'ai vu depuis l'ouverture, et je vois en lui quelqu'un qui sent des responsabilités de sérénité pour l'Assemblée nationale, et ça s'est ressenti aussi dans son livre. Et la position qu'il a prise dans son livre à la page 43 ou 47 est assez révélatrice d'un Abdou Mbow qui a mûri. Abdou Mbow parle aujourd'hui du métier de député. Abdou Mbow s'est rendu compte que le député devenait un métier parce qu'il paraît avoir des connaissances solides,
il fallait avoir des notions de droit, de finances publiques, de gestion des hommes. Il fallait être quelqu'un qui puisse assumer une dynamique dans un groupe, quelqu'un qui savait faire la part des choses, être pour au compte, mais trouver aussi des points de convergence. Abdou Mbow est devenu, de mon point de vue, et habité par une sagesse qui peut que, pour le reste de ce qu'il y a, pourrait apporter des choses à son groupe. En tout cas, moi, sans discrimination, sans méchanceté et aussi sans favoritisme, je partage ce choix. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte où, bon, c'était prévu pour l'année 2023, mais c'est décalé pour l'année 2024. Les premières productions pétro-gazières, on est dans un contexte aussi sous-régional un peu fragile. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de contrôle de l'Assemblée est effectif sur les pouvoirs publics? Vous savez, les pouvoirs de l'Assemblée sont bien définis par la Constitution. Voter la loi. Ce sont les députés qui votent la loi. Donc, si les députés veulent, ils peuvent voter toutes les lois qu'elles jugent favorables, ensemble ou séparément. Est-ce que nous sommes d'accord? Deuxième mission, c'est contrôler le gouvernement. Contrôler le gouvernement, il y a dans les dispositions du règlement intérieur plusieurs choses déjà définies et qu'il faut appliquer. Il y a les questions orales, une par semaine. Il y a les questions d'actualité, une par quinzaine, ça fait 6. Il y a les questions au Premier ministre, présidence du gouvernement, une par mois, ça fait 7. Depuis l'arrivée du Premier ministre, on devait en être à combien? Il y a 7 rencontres qui ne se tiennent pas. 7 rencontres par mois où nous avons les députés qui contrôlent l'action du gouvernement. En dehors de ça, vous avez les missions d'information. On en a fait une, mais la mission d'information a été faite par le président Moustapha Niasse. J'ai crié au scandale et après les résultats sont donnés au président de la République. Alors que la mission d'information, ça s'appelle la mission d'information pour les commissions. Alors, maintenant, en dehors de ça, mais vous avez les auditions. Il y a des choses qui sont passées, il y avait des possibilités de demander au ministre de venir et de l'auditionner. Vous avez assisté à des séances d'audition. Et les séances d'audition à l'Assemblée nationale sur ces questions précises, comme les questions orales et les questions d'actualité, je dis pratiquement, les Sénégalais l'ont connu, les journalistes en tout cas l'ont connu à partir de 2002. Alors que c'est dans le règlement intérieur depuis très longtemps. Ensuite, il y a d'autres aspects de contrôle. Il y a le contrôle d'interrogation, il y a le contrôle sanction, il y a la motion de censure. Donc l'arsenal juridique est bon selon vous? Il est là. Le dispositif est là. Bon, maintenant, ce qui reste, c'est de les appliquer. Alors, Guy Carcassonne disait que l'Assemblée a tous les pouvoirs, mais ce qui lui manque, c'est le courage d'en disposer. Ça, c'est... Voilà. Maintenant, après avoir fait 12 ans de vie parlementaire, selon vous, quel devra être le Parlement de demain? Vous le rêvez comment? Le Parlement de demain, d'abord, c'est d'abord au niveau du Sénat, c'est d'abord la représentation. Il me semble que les Sénégalais veulent aujourd'hui des députés qui sont élus au niveau des départements au scrutin uninominal. C'est le département de Dakar, la circonscription des Almadies, et vous avez les photos des différents candidats. Et on vote pour une personne. Cela fait que nous aurons des députés qui viendront des partis politiques secs, mais qui viendront aussi des candidatures indépendantes, et on aura des hommes qui ont été choisis, personnes choisies, par groupe, et nous irons, et ces personnes seront à l'Assemblée nationale. Ça va poser 2 problèmes. La première conséquence, c'est que vous n'aurez plus de vecteurs qui puissent permettre de réguler la disposition sur la parité.
Pour le moment, je n'en vois pas. Parce que vous laissez le libre choix. Parce que si c'était par duo, on peut dire, à moins que vous trouviez une loi qui dit que cette législature, telle sera femme, et après telle législature, impair. Peut-être. Mais voilà la première conséquence. La deuxième conséquence, si les gens, dans leur parti, deviennent majoritaires, il faut simplement se rappeler que les députés sont aussi des députés de la nation, mais pas des députés du département. La Constitution parle des députés, des représentants du peuple. Ah, ça, c'est la deuxième. La troisième conséquence, si nous appliquons les dispositions sur les partis politiques avec les financements des partis politiques, l'État doit pouvoir prendre en charge un certain nombre de questions des députés, notamment sur la localisation des députés dans leur département. Quel est l'endroit où on peut trouver les députés? C'est le siège du député. Dans certains pays, c'est réglé. Mais ensuite, une assemblée, maintenant celle-là, c'est une assemblée où la majorité protège la minorité. La minorité a droit à la parole. Et dans certaines assemblées d'ailleurs, on prend des dispositions pour faire en sorte que des postes clés soient donnés à l'opposition. En France, ce n'est pas écrit, hein, mais depuis Sarkozy, la commission des finances est donnée à l'opposition. Mais une assemblée nationale qui se respecte, c'est une assemblée ouverte aux citoyens. C'est une assemblée où les citoyens ont des possibilités de venir voir les députés et de discuter avec eux, de déposer des participations, des pétitions. Et si une assemblée souhaitée et reconnue démocratique, c'est une assemblée de transparence ouverte à la presse. J'ai eu à proposer cela, mais malheureusement, un journaliste qui n'avait rien compris a dit que Doudou Wade voulait abuser des journalistes et ce sera la corruption quand les journalistes auront des bureaux à l'Assemblée. Moi, je pense qu'un bureau de 10 sur 4, de 150 mètres carrés, avec des postes de travail, avec des ordinateurs, pour permettre aux journalistes accrédités, choisis dans l'État, et dont la formation dans le parlementarisme, très souvent, une partie est assurée par l'Assemblée ou par les organisations ONG, pourrait faire un travail extraordinaire. Ce qui permettra effectivement à l'aboutissement. Depuis 1960, je n'ai pas souvenance qu'on m'ait dit que le président de l'Assemblée nationale a tenu une conférence de presse où s'est adressé à des journalistes. Par conséquent, donc, nous avons, quoi qu'on dise, une assemblée coupée, qui a coupé les liens directs entre le peuple par ces situations-là. Je pense qu'il est important de savoir aussi une assemblée nationale, c'est une assemblée aussi assez représentative dans les différentes compositions de son... Avec quels hommes? Mais les hommes des partis politiques. Si nous avons appliqué, je vous dis, depuis 2016, la disposition sur les partis politiques avec les écoles de formation des partis politiques, les citoyens qui ont été formés, apprendre aux Sénégalais comment se comporter dans un stade, comment se comporter sur le drapeau national, comment se comporter pendant l'hymne national, comment se comporter en classe, comment se comporter dans la rue, on n'aurait pas brûlé les tablements et déchiré les cahiers à la fin de l'année scolaire. Cela veut dire qu'en formant les citoyens, quand la Constitution le dit, je pense que c'est comme disait l'autre, c'est de prendre en charge les enfants sur ce plan de donc ça dépend des partis politiques. Parce qu'ici, le creuset, c'est les partis politiques. Maintenant, la dernière question, je voulais poser hier en préparant cette émission, c'est quand est-ce que vous allez commettre un livre sur cette question parlementaire-là? C'est le souhait de beaucoup de Sénégalais. Et sur ça, en toute honnêteté, je voudrais reconnaître que j'ai été conseillé par le professeur Ismaël Madior Fall depuis 2010. Il m'a dit, tonton Doudou Wade, il faudrait que, même s'il faut écrire 30 pages, raconter des histoires de l'Assemblée, il faut le faire. Parce qu'il y a des histoires à l'Assemblée qui sont peut-être faites d'humour, mais aussi c'est des situations qui sont assez pédagogiques sur le parlementarisme. Les Sénégalais me le demandent tous les jours. Quelqu'un m'a interpellé dans la rue pour me dire que bon, moi, je suis Sénégalais. Je ne sais pas parce que je n'ai pas un livre.
Mais j'avoue que c'est pas très facile. Et le jeune Abdoumbo m'a dit l'autre jour, président, après nous corriger. Et pourtant, je l'ai précédé à l'Assemblée nationale. Et tu as vu qu'aujourd'hui, je parle de son livre pour le courage qu'il a pris pour traiter un chapitre dans lequel Abdoumbo désapprouve ce qui s'est passé à l'Assemblée, l'ouverture de la 14e. Mais aussi dit que le député se doit d'avoir une formation, d'abord d'un métier, une formation universitaire, académique, primaire ou de collège, peu importe, mais quelqu'un qui connaît au moins les rouages de l'administration sénégalaise, en connaître un peu. Mais vous savez, dans notre pays, tout est permis, surtout que quand un ministre de la République, en parlant devant une télévision étrangère et principalement en France, pense que la Mauritanie et la Gambie sont de la zone CFA. Alors tu sais, c'est très compliqué. Ce qui veut dire qu'écrire c'est bon, écrire quelque chose c'est bien, écrire quelque chose de bon c'est encore meilleur. Et je m'attelle à cette tâche-là, je ne voudrais pas citer ce nom, mais j'ai 3 jeunes journalistes qui, il y a 10 jours, m'ont proposé de me rencontrer pour chacun dans un registre spécifique pour faire un document. Moi-même, je suis preneur. Hein. Par contre, j'avoue que j'avais fait un document. C'est curieux d'ailleurs. Depuis 2017, après la révision, pour l'ONG 3D, j'ai fait un document, un livre si vous le voulez, qui s'appelle le Guide du député, financé par l'USAID et l'ONG 3D, que nous avons mis à la disposition de l'Assemblée nationale depuis 2017. Mais jusqu'à présent, ce livre n'a pas été étudié. Alors, il y a des problèmes à l'Assemblée sur cette question. Je reviens encore sur la deuxième question. C'est parce que l'Assemblée aussi, n'aide pas, n'assiste pas les députés. Bon, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait ces années ou pas, mais il y a des députés qui, aujourd'hui, il faut prendre le pari de miser sur eux, sur leur formation, de les payer, de les orienter dans certaines directions. C'est de bonnes graines, quoi. Il est arrivé à ce que moi-même, j'ai acheté des livres pour les distribuer aux députés parce que c'est des livres qui étaient semblés être intéressants. Parfois, c'est parce que c'est un collègue ou une collègue qui a fait le livre. Et je prendrai à témoin mon ami, votre ami Amadou Diouf, qui a fait avec Madame Gbagbo un livre sur son itinéraire politique. Madame Gbagbo étant présidente du groupe parlementaire de la majorité en Côte d'Ivoire, est venue nous rencontrer et nous avons assuré la promotion de ce livre auprès des députés. Mais ce qui me paraît inconcevable, c'est que Cheikh Abdelaziz Dabakh ait fait un livre, les conseils et recommandations du Khalife sur comment faire le Sénégal, quelles sont les possibilités pour faire un Sénégal meilleur et quelles sont les causes que nous ne puissions pas atteindre cet objectif. À chaque événement de l'Assemblée nationale, on met Mamadou. Alors, à 2 reprises, j'ai remis ces livres au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le 14 septembre 2017, date anniversaire du Khalife, et le jour de son élection en tant que président. Une deuxième fois avec l'actuel président de l'Assemblée le jour de l'ouverture, quelques jours après l'ouverture. Mais ces livres ne sont pas distribués à l'Assemblée. Et l'Assemblée, pour les former, c'est d'abord les pousser à la bibliothèque, mais c'est pousser à lire les livres qui sortent. Par exemple, j'ai vu un livre qu'un journaliste a fait ce matin à la TFM, Construire l'opinion publique. Je pense que c'est comment ça c'est. J'ai vu. Mais ça, c'est des choses qu'on devrait acheter tout de suite et les mettre à la disposition de la bibliothèque. Parce que c'est le lieu de concentration, de relecture et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en un tomaté dans notre installation. Donc, lecture est importante, mais comme dit, Dieu je pense qu'il sera avec nous
dans la rédaction de ce livre. Nous le souhaitons. Inch'Allah, juste la dernière question avant de finir. Après 12 ans, est-ce que vous avez eu des regrets en tant que parlementaire? Non, écoutez, je ne peux pas l'avoir. Je ne sais pas ce que je dis est bon ou pas, mais aujourd'hui, je remarque simplement que vous êtes là et vous m'interrogez sur l'Assemblée, c'est parce que vous avez senti le besoin de faire partager des idées compte tenu de la circonstance à mes concitoyens. C'est ce que je fais aussi tous les jours en écoutant des personnes qui parlent pour l'Assemblée. Avant-hier, c'était Montaigne, l'autre jour, c'était Ablaye Ndiaye, parfois c'est Babacar Gaye, parfois c'est d'autres, et j'écoute. Et parfois, dans la relecture des choses et en les écoutant, écoute, je change de position. J'ai aujourd'hui une autre lecture de l'immunité parlementaire au Sénégal. Et c'est parce que j'ai écouté comme ça le président Babacar Gaye en parler. Bon, j'ai réfléchi, j'ai retourné les choses, j'ai regardé, et j'ai regardé tous les événements qui se sont passés et les dérives qui sont accomplies dans le pays, dans le cadre politique et parfois par des députés. Je me suis dit, il est maintenant temps qu'on revoie dans quelles conditions faut-il appliquer une immunité totale aux députés. C'est ça, c'est en écoutant les autres. Et parce que chacun d'entre nous, en parlant, c'est à partir d'un vécu et à partir effectivement de la situation, des situations factuelles. Voilà, donc je n'ai aucun regret. J'ai aimé ce Parlement et j'y ai rencontré de grands messieurs. Et je prie pour ceux qui sont disparus, et particulièrement pour deux d'entre eux. Pape Babacar Mbaye du Parti Socialiste et Ndiawar Touré, député maire de Rufisque. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons beaucoup échangé sur la vie parlementaire et je pense que les téléspectateurs ne vont pas le regretter. Merci beaucoup. C'était tout pour cette émission à contre-courant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission-là. Merci. Thank you.